Guillaume est né en 1978. Ouais. Tu as toujours été attiré par la cuisine. Tes parents étaient déjà dans la gastronomie. C'est le hasard de la vie. Comment t'es arrivé là-dedans? Pas du tout. Mes parents étaient brocanteurs. Rien à voir avec la gastronomie. Je pense que j'ai mangé pour la première fois de ma vie dans ce qu'on peut appeler un restaurant. J'avais déjà fait quelques petits trucs avant, quand j'ai commencé à travailler dans un restaurant. Donc, et j'ai toujours voulu faire de la cuisine. Peut-être parce que j'étais gourmand, je le porte sur moi. Oh non, ça va, franchement. J'ai une photo, je dois avoir 3 ans, on est en moyenne section de maternelle. On doit se déguiser dans le métier qu'on veut faire plus tard, au milieu des princesses et des cow-boys. Je suis déguisé en cuisinier. Et j'ai pas de réponse. Ah bon? Quand on me demande quand est-ce que j'ai voulu faire ça, j'ai pas de réponse. Mes parents m'ont toujours dit, tu as toujours voulu faire ça. Alors, parmi les... Tu as rencontré des chefs extraordinaires. Le dernier étant en 5 minutes, Arnaud, le chef 3 macarons du Bristol. Il y en a un qui a quand même, on va dire, ça t'a permis de faire une chose, c'est-à-dire aller à l'Élysée. C'était Monsieur Le Divellec, qui nous a quittés il y a pas très longtemps, malheureusement. Oui, Jacques Le Divellec, un grand chef avec le restaurant Le Divellec aux Invalides. Et c'est vrai que sorti d'un... Moi, je commence la cuisine il y a 32, 33 ans. Et quand je me dirige dans ce métier, c'est un métier qui est moins à la mode qu'aujourd'hui. C'est mon prof de maths, Monsieur Tornadidjo, je lui fais de la pub depuis 35 ans, convoque mes parents et il dit à mes parents, vous vous rendez compte, vous envoyez votre fils faire de la cuisine alors qu'il peut faire un vrai métier. Parce que j'étais bon élève, j'avais des bons résultats scolaires et pour eux, aller en apprentissage en cuisine, c'était t'es trop con pour faire mécanicien, tu feras cuisinier. C'était ça. Et c'est vrai que donc c'était assez, pas compliqué, mais on était des classes surchargées avec des femmes et des hommes, beaucoup d'hommes qui avaient 10 ans de plus que moi, qui avaient raté comptabilité, sciences et sociales, mécanique et qui se retrouvaient cuisiniers ou serveurs. Donc c'était un milieu, l'apprentissage qui n'était pas celui d'excellence qu'on a aujourd'hui, bien évidemment. Et je me retrouve à travailler après un apprentissage à Paris chez Jacques Le Divellec à l'époque. Qui était une star, attention. Hein, c'était une très grande star. Dans les années 90, c'était le premier à avoir 10 restaurants à l'étranger, le premier à faire du consulting pour des grands hôtels et ainsi de suite. Donc c'était vraiment une star. Et il y avait surtout tout Paris et tout le monde politique qui allait manger chez lui. J'ai servi François Mitterrand, le premier président. En fait, tu me demandais, j'ai travaillé pour combien de présidents? J'ai travaillé pour 4 présidents à l'Élysée. Mais le premier président que j'ai servi et que j'ai rencontré, c'est François Mitterrand. Vous vous souvenez sûrement de cette photo où il est avec Mazarine en une de Paris Match. C'est sorti de chez Le Divellec. Ce jour-là, on y est. D'ailleurs, on n'a pas le droit de sortir parce qu'il ne fallait pas passer devant les objectifs. La photo était attendue. Donc, on a passé notre coupure. Ça fonctionnait encore en coupure. C'était le siècle d'avant. Là. Et c'est vrai que c'est Jacques Le Divellec qui... alors, c'est pareil, c'est un temps un peu révolu tout ça, mais je ne vois pas trop de jeunes dans la salle. Donc, ça va. Si, il y en a quelques-uns. Vous avez connu ça, mais je reçois un papier comme quoi je dois aller faire mon service national. Et donc, je vais voir Jacques et je lui dis, Monsieur Divellec, il faut que je parte faire mon service national. Il me dit, il n'en est pas question, il y a du boulot. Je dis, oui, mais en dessous, c'est marqué que sinon, c'est les gendarmes qui viennent vous chercher. Il me dit, je m'en occupe. Il appelle à l'époque le ministre de la Défense. 5 minutes après, il dit, c'est bon, tu repars dans un an. Ton armée est décalée. Oui, c'était assez facile pour lui, apparemment. Donc, moi, très bien. L'armée est décalée, je reste au boulot. Et quelques semaines plus tard, il me dit, mais tu restes là? Je dis, vous voulez que je parte? Il m'a dit que c'était dans un an, donc j'ai aucune raison de partir pour l'instant, sauf si vous voulez que je parte. Il me dit, ah non, très bien. Et il me dit, pour te remercier, je peux te placer à Matignon ou à l'Élysée pour faire ton service militaire. Alors, je ne connaissais pas du tout la politique, on en parlait aussi beaucoup moins que maintenant, mais je savais que l'Élysée c'était le patron, Matignon ça l'était moins. Déjà à l'époque. Est-ce que ça a beaucoup changé? Et donc c'est comme ça que je passe les portes du palais de l'Élysée en 97. Pour y passer un an au départ? Pour faire mon service national, il passait même pas un an, 10 mois. Et bon, je fais finalement un service long parce que je me rends compte que c'était une expérience extraordinaire. Et la petite anecdote, quand je rentre le premier jour à l'Élysée, je suis reçu par le chef de cuisine de l'époque, Joël Normand, qui a commencé à l'Élysée sous le général de Gaulle. Voilà, c'est un morceau d'histoire. Il a à ce moment-là plus de 30 ans de maison. Il y en a 4 qui ont commencé sous le général de Gaulle. Et je me souviens quand il m'explique la cuisine, quand il m'explique l'Élysée, moi je pense qu'il y a un truc, je dis, le général de Gaulle. Le mec, il doit me voir en noir et blanc, là, comme il me regarde. Et pourquoi je raconte ça? Parce que je dois y rester un an, j'y reste plus de 25 ans. Et quand moi, en tant que chef de cuisine de l'Élysée, j'embauchais des gamins qui étaient nés dans les années 2000, quand je leur disais j'ai commencé sous Jacques Chirac, je vois que je les perdais. Et ils devaient se dire Jacques Chirac. Donc voilà, et donc je devais rester un an et finalement... plus de 25 ans, voilà, quoi. Bon, alors, des différents présidents que tu as pu servir, lequel était le plus épicurien et lequel était le moins épicurien? Alors, et c'est pas de la flagornerie parce que c'est lui le président aujourd'hui et que j'ai été pendant 25 ans cuisinier à l'Élysée, puis chef, et puis depuis 4 ans le représentant personnel du président et ambassadeur pour la gastronomie. Mais c'est vraiment Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron qui aime la gastronomie.
On a fait plein de choses sur la gastronomie. Il a reçu les chefs. Il s'est déplacé au CIRA à la Coupe du Monde de cuisine. Il aime ça. Il aime les vins. Il l'a dit plusieurs fois. Ça lui a valu aussi quelques attaques déjà. Enfin, quelqu'un qui dit en j'aime le début vin, de mandat où il politiques. expliquait qu'il a déclaré avec Brigitte, on boit du vin à chaque repas. Laissez les Français là-dessus. On s'est pris tout le corps médical dessus. Et ensuite, il a dit le vin n'est pas un alcool comme les autres. Rebelote. On s'est pris tout le monde. Ça lui a valu quand même. Une très belle élection puisqu'il a été élu homme de l'année de la revue des vins de France et c'est vraiment, je pense, le président, contrairement à l'image reçue, souvent les gens me disent ça doit être Jacques Chirac le plus épicurien. J'ai travaillé 10 ans pour Jacques Chirac. Jacques Chirac était un gourmand, il mangeait beaucoup, mais il mangeait toujours pareil. Il buvait que de la bière ou du vin Que aussi? de la bière. Que de la bière. De temps en temps un verre de vin quand Madame Chirac le forçait à boire un petit verre de Bechevel, mais il le buvait assez vite et il préférait vraiment la bière, le cidre. Il mangeait à la bière et au cidre. Et le moins épicurien, c'est lequel? Alors le moins épicurien, la légende voudrait qu'on dise que c'est Nicolas Sarkozy, ce qui n'est pas vrai du tout. Nicolas Sarkozy aime manger, il connaît les chefs. Quand il était ministre de l'Intérieur, il mangeait plusieurs fois par semaine ici, à la table d'Éric Fréchon, un très grand chef qui a dirigé le Bristol. On ne mange pas au Bristol 2-3 fois par semaine si on n'aime pas manger. Ce qui est vrai, c'est qu'il ne buvait pas une goutte d'alcool. Ça, c'est quand même un gros souci. Même pas de rhum dans le baba. Donc c'est un souci, surtout quand c'est la France, parce que c'est un pan important de notre culture, de notre gourmandise et de nos territoires. Moi qui suis... Alors, je ne vis pas dans le Gers, parce qu'ils sont 3 à vivre dans le Gers, ils sont tous là ce soir. Mais je suis... mousquetaire de l'Armagnac et fier de l'être, et je fais la promotion de l'Armagnac partout dans le monde, et je sais à quel point c'est important. Là, tu as parlé de 3 présidents, il en reste un autre? Bien sûr, un gourmand aussi, mais pas le plus gourmand, pas le plus gourmet, mais très agréable à servir, François Hollande, qui aimait ça, qui aimait manger, qui aime toujours manger. D'ailleurs, on m'a assez reproché de l'avoir fait grossir pendant 5 ans. Lui ne m'en tient pas rigueur, parce qu'il sait que c'est pas de ma faute, hein, c'est lui qui mange. Mais c'est vrai que ses collaborateurs m'en voulaient un petit peu. La cave de l'Élysée, alors là, on rentre dans les coulisses, parce que nous, on aime bien le bon vin quand même. Ça. Donc, d'abord, allons-y. Rappelle-nous le code, parce qu'on va s'en souvenir. Elle est comment cette cave? Il y a combien de bouteilles? Quel type de vin? Alors, c'est pas que c'est secret que je veux pas répondre, c'est que déjà je suis parti il y a 4 ans, ça bouge, ça fluctue un petit peu. C'est une cave qui n'est pas une immense cave. Il y a une petite cave voûtée où il y a quelques très belles bouteilles. Il y a une belle collection puisqu'il y avait eu, vous vous en souvenez peut-être, une vente de vin qui avait été faite. Pareil, très mal communiqué. Nous manquons de communicants de talent peut-être à ce moment-là, puisque on a accusé à l'époque François Hollande de vendre la cave de l'Élysée. Ça avait été acté avant et c'est juste en bon gestionnaire de cave. Si vous avez des caves à gérer, il y a des vins, les mêmes qu'on gueulait pourquoi ils vendent les vins. Quelles auraient été les réactions si on dit tiens, on a bu un Pétrus 45 ce midi? Sûrement autre chose. Donc en bon gestionnaire de cave, l'intendant décide de vendre une partie du stock de vin pour racheter du vin et garder quand même pour la collection une bouteille de chaque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une bouteille qui a été vendue qui n'avait pas sa sœur jumelle, en tout cas en cave. Donc il y a une belle collection historique du vin qui appartient à la collection française. Peut-être qu'un jour ça ira dans un très beau musée du vin. Et sinon, il y a du vin pour le quotidien, et en sachant que c'est moins à la mode et qu'on boit beaucoup moins de vin, bien sûr, même aujourd'hui à l'Élysée, qu'on pouvait le faire il y a 25 ans. Guillaume, quand on est nommé ambassadeur de la gastronomie, c'est chic. Hein. C'est pas mal. Et ça veut dire que tu sillonnais le monde pour expliquer que la bouffe française est la meilleure du monde. Les produits français, c'est quoi le rôle d'un ambassadeur de la gastronomie? Pas la meilleure, puisque c'est un sujet franco-français de savoir où est-ce qu'on se situe. On a des classements, on a le Michelin, on a la liste, qui est aujourd'hui aussi un grand classement, qui est piloté par la France. Il y a le 50 Best, il y a beaucoup de classements. Moi, je préfère celui de la liste parce qu'il est piloté par les Français, bien sûr. Mais en fait, c'est un sujet français. Pour les autres pays, il n'y a pas de sujet, en fait. La meilleure gastronomie du monde, les meilleurs vins du monde, c'est français. Même les très grandes gastronomies. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un grand chef que je rencontre à travers le monde qui n'a pas été soit formé par des chefs français, soit avoir cette image. Quand tu rencontres des vignerons, et tu en rencontres beaucoup à l'étranger, pour eux, le meilleur vin du monde, le meilleur vin blanc, c'est le Bourgogne, le Champagne, ainsi de suite. Les alcools, nos grands alcools, l'Armagnac en tête, le cognac aussi, mais d'autres. Et donc, pour nous, c'est pas un sujet. Non, le sujet, c'est de se dire tout simplement, et ça rejoint un petit peu le propos d'avant, c'est qu'aujourd'hui, la France, c'est aussi, bien sûr, des valeurs et une certaine idée de notre alimentation. Et on en parlait avec Danone, avec le One Health. On a besoin d'aller vers cette alimentation plus engagée en termes de société. On a près de 18% des moins de 21 ans qui sont obèses. Ça a été la lettre ouverte que j'ai faite au Premier ministre il y a quelques mois. Je ne sais pas s'il l'a lu, il va partir, il ne m'a pas répondu. Il faut la dupliquer, celle-là. Là. La mauvaise alimentation, le diabète et le cholestérol,
Je vous invite à lire le rapport de l'Institut Montaigne, qui fait 8000 pages, qui est grand comme ça, mais vous trouverez un petit résumé, nous dit que la mauvaise alimentation nous a coûté, donc en 2023, 125 milliards d'euros. Quand on cherche 40 milliards d'euros, j'ai soumis une idée toute bête. Poussons l'éducation à l'alimentation, on économisera un petit peu d'argent. Et surtout, quand le débat qui anime la société, c'est de savoir à quel âge on va partir à la retraite, on devrait se poser la question, surtout, qui va travailler quand vous avez près de 20% de votre population qui ne sera plus active d'ici quelques années. À la table des présidents, c'est un de tes ouvrages au Cherche-Midi également. Oui, il y a un peu. Donc là, c'est un super bouquin, ça. C'est parfait pour le mois de septembre. Nous sommes en septembre d'ailleurs, voilà. Alors là, ton premier menu, c'était la reine d'Angleterre avec René Coty, qui, vous le savez, était du Havre et qui est décédé de mémoire en 62 après avoir fait l'amour à sa maîtresse. Voilà. Espérons que l'actuel maire du Havre n'aura pas la même issue. Il était encore à l'école en 62. Coty, quoi. Alors, raconte-nous ce premier menu, reine d'Angleterre avec Coty. Non, alors déjà, l'histoire de ce livre, alors déjà, moi je suis en totale transparence avec vous. Au Business Club, on aime bien parler des chiffres. Moi, l'intégralité des droits d'auteur de mes 9 livres partent pour des associations. Vous pourrez le retrouver. Donc, moi, je ne suis pas libraire, je ne vends pas de livres, hein, mais l'intégralité des droits partent pour des associations. Quelles associations Beaucoup d'associations, toutes les causes sont belles, mais dont 2 fondations. J'ai 2 écoles à Madagascar et une au Cameroun, donc ça part notamment pour éduquer ceux qui n'ont pas accès à l'éducation. Mais passons, je ferai une conférence aussi que là-dessus. Oui. Et moi aussi, j'ai besoin d'argent. J'ai vu que ceux d'avant avaient dit j'ai besoin d'argent, moi aussi j'ai besoin d'argent. Et je peux donner mon numéro aussi sans problème. Et je peux aussi faire des conférences. Donc voilà. Donc, et en plus, tu as le 06 de Karine, donc c'est pas parfait, encore, pas encore. Des promesses. Et donc, à la table des présidents, j'ai donné en fait une collection de menus. Un jour, je reçois une lettre. Asseyez-vous parce qu'on en a un petit peu. Un jour, je reçois une lettre de la Bibliothèque nationale de France. Le Fonds Gourmand se trouve à Dijon. Il y a un outil très pratique qui s'appelle Gallica. C'est gratuit. Vous pouvez voir tous les documents de la Banque de France qui sont numérisés. Et elle m'appelle, elle me dit, elle m'envoie un courrier. Voilà, de temps en temps, est-ce que vous pourriez nous envoyer un menu d'un dîner d'État pour garder à la Bibliothèque nationale de France? Bon, j'appelle la dame. Je lui dis bonjour madame. Je suis le chef de l'Élysée, vous m'avez écrit, voilà, vous vouliez des menus, oui, vous pouvez nous en donner. J'ai écouté, j'ai une collection de menus, j'ai 20 ans de menus, je vous les donne. Alors, elle croit que c'est une blague, parce que ça vaut quand même un peu d'argent. Je lui dis, non, mais moi, c'est aujourd'hui dans des placards à la cave, un jour je vais mourir, ma femme, elle va foutre ça sur le trottoir, c'est terminé. Donc, autant que ce soit à la c'est pas l'inverse. Hein. Voilà, Bibliothèque nationale de France. Ouais. Et donc, c'est comme ça que je donne une collection de près de 2000 menus à la Bibliothèque nationale de France. Et quand je donne ça, sans en faire de pub ou quoi que ce soit, mais les gens me disent c'est dommage en fait qu'on n'ait pas un livre pour expliquer un petit peu tout ça. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire ce livre sur les menus. Donc vous n'avez pas tous les menus parce qu'il a fallu choisir. Il y a une cinquantaine à peu près de menus qui sont repris, avec des grands dîners qui ont marqué l'histoire, Kennedy à Versailles, ainsi de suite. Et la reine d'Angleterre a été le chef d'État, de par sa longévité et ses choix politiques sûrement aussi, fait que ça a été la chef d'État la plus reçue en France. Et donc son premier menu comme jeune chef d'État, c'est fin de 4e République avec René Coty. Donc c'était bien. C'était quoi le menu, tu t'en souviens? Bien sûr que oui, parce que je vais te dire pourquoi. Elle a mangé toujours la même chose à chaque fois qu'elle est venue. Ah oui. Donc oui, je me souviens de ce qu'elle a mangé. C'est avec le même mec toute sa vie, elle a mangé les mêmes choses. On va pas dire du mal des Anglais. Donc foie gras en entrée, canard et oie, de l'agneau, un gâteau, peu de fromage et du bon vin. C'est très bien puisque ça a été aussi pour nous un vrai porte-drapeau, et je lui rends hommage dans le livre d'après, que vous pouvez aussi acheter, qui coûte un peu plus cher, sur le club des chefs. Ils sont très riches ici, ils peuvent en acheter plein. Et en fait, elle a été la seule à défendre le foie gras, notamment en Angleterre, et la première des choses qu'a fait le roi Charles quand il arrive au pouvoir, il a arrêté les exportations. Alors, tous mes producteurs de foie gras voulaient presque qu'on envahisse l'Angleterre. J'ai quand même regardé les chiffres, c'est 0,02% de nos exportations. J'ai dit, ça vaut peut-être pas le coup. On va continuer de leur vendre un peu de vin, et puis on mangera le foie gras. Donc voilà, elle a toujours mangé Paris. Et alors aujourd'hui, donc Guillaume, tu as quitté l'Élysée il y a 4 ans, tu le rappelais. Donc tu es devenu entrepreneur. Oui. Voilà, donc tu as 2-3 sociétés. Et 12. 3 sociétés, 3 x 4. Et donc tu fais quoi aujourd'hui? J'avais pris la décision de partir déjà quand Emmanuel Macron me rattrape il y a 4 ans, 5 ans. Je lui explique que j'avais autre chose comme ambition, et c'est pas péjoratif, mais que de rôtir des poulets toute ma vie, et que je voulais faire autre chose. Et que j'étais venu, moi je suis pas fonctionnaire, j'ai rien contre les fonctionnaires, mais il n'y a rien qui me destinait à rester 25 ans à l'Élysée. J'étais venu faire 1 an, puis 2, puis 3, puis 5, et puis un jour j'ai dit c'est bon, je fais autre chose. Je m'en vais, je demande rien. Pas de pantouflage, pas de comité Théodule, rien du tout. Je dis je m'en vais. Il me dit mais non, qu'est-ce que tu veux faire? Je lui explique que je partais au départ pour partir dans des cabinets de fonds d'investissement.
la food intéresse beaucoup de monde. Même les gars me disent, écoutez, nous, on va gagner de l'argent, on va acheter des boîtes. De toute façon, on va gagner. Par contre, vous avoir avec nous, ça permet de convaincre M. Marty de garder l'argent chez nous plutôt que de le mettre ailleurs. Donc je regarde, puis c'est ça pas gagne combien d'ailleurs un chef de l'Élysée à ton époque? Ça gagne pas beaucoup. Tu sais, tu m'as déjà posé la question la dernière fois. Ouais. Ça gagne beaucoup moins qu'un chef ici, toi. Ouais, donc c'est pour ça qu'il était temps aussi que je parte, parce que j'avais l'intention de gagner ma vie. Mais oui. Et de payer autre chose que mon scénic. Voilà. Ouais, donc. Ouais. Tu roules en quoi là aujourd'hui? En scénic toujours. Attends, je débute. Je suis un jeune chef d'entreprise et j'ai pas passé la voiture sur la boîte encore. J'aurai besoin de quelques conseils après. Donc, je décide de partir. Finalement, il décide de me nommer ambassadeur et de m'occuper du rayonnement. J'accepte. Je lui dis OK, 3 ans. Le temps passe. On arrive aux Jeux Olympiques, 3 ans et demi. Et je dis on continue, 4 ans. Fin décembre, je lui dis c'est terminé. Il me dit on continue. Je dis non, on a déjà eu cette conversation. J'arrête. Le 6 janvier, je suis dans son bureau, je lui explique que c'est fini parce que je ne suis plus payé depuis le 1er janvier. Vu que, voilà. Donc, je monte mon cabinet de conseil. Alors, le président a été amicalement m'a donné aussi quelques conseils et c'est toujours intéressant quand un président de la République t'explique un petit peu le monde de l'entreprise. Et donc, j'ai monté un cabinet, puis un deuxième parce que j'ai eu des demandes et là, une troisième société au Mexique parce que j'ai un client qui a demandé que je l'accompagne au Mexique. Donc, j'avais déjà 2 sociétés en France. Je me suis dit que la troisième, je pouvais la laisser au Mexique. Voilà. Oui, pour l'instant, oui. Et alors, donc là, ça veut dire que tu essaies les groupes hôteliers, les groupes de restauration, les gens qui ont envie d'acheter dans la food. En fait, tu peux tout faire. Un peu tout ça. J'ai la chance, alors c'est un petit peu atypique, puisque je dois être le seul entrepreneur qui ne cherche pas de clients. Je passe plus de temps à refuser des clients qu'à en prendre. Oh, c'est beau ça. Donc je peux les envoyer vers d'autres cabinets de conseil. Donc, non, parce que c'est des gens qui du coup te demandent beaucoup de temps. En fait, je fais ce que je faisais pour les présidents de la République, mais pour des grands patrons. Je les conseille sur leur stratégie de développement et d'acquisition dans le monde de l'alimentation, du travail des sols jusqu'à la méthanisation des déchets. Donc ça peut passer par des hôtels ou plutôt des groupes hôteliers, ça peut passer par des sociétés aussi, agroalimentaires, des vignobles bien évidemment, le monde du vin, des conseils et ainsi de suite. Donc voilà, aussi bien en France qu'à l'international. Est-ce que tu es heureux? Je suis très heureux. Ouais. Et le scénic, tu le changes quand alors? Bah écoute, je me suis rendu compte que vu comment ça roulait, quoi qu'il arrive, j'ai pris un scooter. Allez, pour terminer, ton meilleur souvenir d'un plat que tu as dégusté. Alors c'est compliqué parce que d'abord tu en as préparé plein. Et puis la bouteille de vin qui t'a le plus ému. Pas forcément la meilleure, mais l'émotion sur une bouteille de vin. Et puis le plat ou le repas organisé hors de France. Tiens, comme tu veux. Alors je le porte sur moi, je mange beaucoup, je bois beaucoup. Comme tout le monde, c'est normal. J'ai eu la chance d'avoir déjà des amis entrepreneurs qui avaient un peu d'argent, donc de manger dans les bons restaurants, d'être invité à boire des belles bouteilles de vin. J'ai eu beaucoup de beaux souvenirs. Donc je pense qu'une bouteille de vin, c'est avant tout aussi l'atmosphère dans laquelle on la déguste. Donc je ne pourrais pas t'en citer une, il y en a beaucoup. Peut-être celle de ce soir, celle de demain, je ne sais pas. Et voilà. Les plats, pareil, je suis gourmand, j'aime tout. Je pourrais te donner les pires, hein, je ne vais pas me fâcher avec des... Si, le plus mauvais chef que tu aies croisé, tiens, le mec avec qui tu partiras pas en vacances. Non, parce que je pars du principe que c'est jamais de la faute du chef. Il fait déjà ce qu'on lui a demandé dans le temps qu'il lui a imparti avec les moyens qui lui sont donnés. C'est vrai, mais un pays, et je veux pas qu'on se fâche avec ce pays-là, c'est notre premier fournisseur d'uranium, c'est le Kazakhstan. C'est vrai que c'est pas notre culture, c'est pas nos goûts. Du cheval, des charcuteries très grasses avec des morceaux de gras plus gros que le saucisson, ainsi de suite. C'est pas nos goûts. Donc c'est vrai que c'est vraiment spécial. Après, dans mes souvenirs de cuisine, j'ai eu la chance, l'honneur, le privilège de vivre l'histoire pendant près de 30 ans et de servir tous les chefs d'État. La rencontre avec la reine d'Angleterre est quand même quelque chose d'extraordinaire. J'ai été reçu à Buckingham Palace avec mon épouse en guise de remerciement. Je le raconte dans un livre en janvier 2026, vous pouvez l'acheter. C'est pareil. Il est encore plus cher celui-ci. Et peut-être que de tous les repas que j'ai faits, celui... Ou organisé peut-être. Ouais, organisé, celui de mémoire de chef de l'Élysée. Je vous ai dit, j'ai la mémoire depuis De Gaulle avec Joël qui était là, et même un autre, monsieur Jean Guénolé, qui est décédé, qui lui avait travaillé sur René Coty. Donc on a un peu l'historique et les anecdotes de tout ce qui s'est passé. C'est quand même le Noël des troupes, dans les troupes engagées, notamment à Barkhane, où là, le président de la République avait décidé qu'on leur fasse un repas de Noël. En termes de logistique, c'est un peu compliqué. C'est 7 tonnes de fret. Il ne faut pas oublier le sel à Paris, hein, parce que là-bas, il y a que du sable. Donc c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et quand vous faites pour des militaires engagés en zone de guerre qui bouffent des rations de combat dans le sable depuis 3 mois, quand vous leur faites un pâté croûte de volaille, la volaille au mori, du gratin dauphinois, un plateau de fromage, la chance avec la France, c'est que vous mettez des fromages, il y a toujours un fromage du village du mec, parce que quoi qu'il arrive, ils trouvent où c'est le village d'à côté, vin blanc, vin rouge, champagne, ce qui fait la France, des gâteaux, des macarons, pour eux c'est énormément d'émotions, déjà parce que c'est la période de Noël, ils sont loin de chez eux, ils sont en zone de guerre, et donc c'est peut-être les plus beaux repas qu'on
en effet, c'est ceux-là. C'est pas les plus importants, c'est pas les plus fastueux, c'est pas les plus, c'est pas ceux qui marqueront l'histoire, mais en tout cas pour nous, c'était les plus beaux repas. Bon, vous devez être génial, il a été, on applaudit très chaleureusement Guillaume, Merci. bravo, bravo et bravo.